Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Gone with the Stream, un podcast dédié aux enjeux du cinéma. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Jacques Bled, bonjour. Bonjour. Qui est président du studio d'animation Illumination MacGuff, une société de production notamment connue pour sa production de Moi Moche et Méchant, Les Mignons et encore Comme des bêtes ou Tous en scène. Pour poser le décor, Monsieur Jacques Bled, je vais vous demander de vous présenter, de nous parler un petit peu de votre métier actuel et de ce que vous avez pu faire auparavant et de ce qui vous a amené à faire ce que vous faites aujourd'hui. D'accord, merci tout d'abord de nous accorder un temps de parole. C'est important de parler du cinéma d'animation. C'est un cinéma qui marche bien, mais pour lequel il est toujours important de se battre. Donc moi, je suis effectivement le président d'Illumination MacGuff. Alors Illumination MacGuff est une filiale d'Universal Studios et travaille en partenariat avec Illumination Entertainment qui produit des films. Nous ici, à Paris, on les fabrique. Donc on est un studio de fabrication de longs métrages d'animation dédié à Universal et qui est d'ailleurs notre seul client et notre actionnaire. Donc ce qui fait qu'on a produit depuis le début de notre partenariat en 2008 12 ou 13 films fabriqués ici, en totalité sur la partie image, la partie son étant très souvent fabriquée aux États-Unis. Donc moi je suis venu au cinéma d'animation c'est un long parcours parce que j'ai créé MacGuff avec d'autres partenaires en 1986, à l'époque où on ne faisait pas vraiment du cinéma d'animation, mais on faisait déjà de l'image numérique. C'est-à-dire que nous on a démarré tout de suite en faisant de l'imagerie numérique, de la 3D, et avec un parcours qui a commencé par la fabrication d'habillage de télévision, de clips vidéo, qui à l'époque était au milieu des années 80 une tendance assez forte de la création visuelle et importante, un lieu important où on pouvait s'exprimer. Puis après on a enchaîné avec de la publicité, puis après on a enchaîné avec des effets spéciaux sur des longs métrages de live action, avec des réalisateurs comme Mathieu Kassovitz, Gaspard Noé et d'autres, Jean-Marie Poiré. Et puis on s'est orienté plus concrètement sur le cinéma d'animation au début des années 2000, où on a travaillé pour la première fois sur un long métrage d'animation avec Michel Oslo, qui est le créateur de Kirikou, pour un film qui s'appelait Azur et Asmar. Je vais juste revenir sur ce que vous avez précisé, donc la fabrication du son est faite aux États-Unis et la fabrication de l'image ici en France. J'ai vu dans l'une de vos interviews précédentes que vous parliez d'une culture de l'image française, notamment qu'il y avait des écoles. Est-ce que vous pourriez préciser cela ? Alors, il y a une culture de l'image en France qui est ancienne, parce que on a la bande dessinée, on a un pays d'image, même si la littérature a toujours aussi été extrêmement importante en France, mais il y a quand même une grande culture de l'image. En termes de cinéma d'animation, il y a beaucoup d'écoles. On a un des pays dans lequel il y a vraiment un réseau d'écoles important. Il y a un réseau de 25 ou 27, 30 écoles maintenant, qui sont regroupées, qui sont des écoles pour la plupart de haut niveau, qui sont reconnues au niveau international. On parle historiquement de l'école des Gobelins, qui souvent est citée, mais il y en a d'autres. Il y a Rubika, il y a l'école des nouvelles images, la liste est longue et ça permet de former effectivement entre 5 et 600 étudiants qui chaque année sortent de ces écoles et qui viennent irriguer les studios d'animation, mais aussi les effets spéciaux. Pour information, plus de la moitié d'entre eux partent à l'étranger, ce qui est à la fois un signe de reconnaissance, qui est aussi un problème pour nous, parce que ça devient plus compliqué. Très bien, très bien. Et donc vous travaillez dans ce milieu depuis combien d'années ? Moi, j'ai commencé à travailler dans ce milieu en 1900. On a créé la société en 1986 et j'avais fait des études à partir de 1983 dans ce domaine-là. Et est-ce que donc depuis 35 ans, vous avez noté des bouleversements majeurs dans vos différents métiers ou dans le monde de l'animation en général ? Je pense notamment donc, à tous ces enjeux du streaming dont on va parler après. Est-ce que pour vous, le métier a changé concrètement ? Il a considérablement changé puisqu'il n'existait pas. C'est-à-dire que l'imagerie numérique en France, elle est arrivée au milieu des années 80 et on est passé en termes d'animation, on n'était pas une terre d'animation très reconnue en termes de fabrication de films, parce qu'il faut se rappeler qu'il y avait peu de films qui étaient sortis, l'animation française était pour beaucoup délocalisée, c'est-à-dire qu'elle était fabriquée dans des pays à moindre coût et avec des technologies anciennes.
Le milieu des années 80 a vraiment été un point de rupture important et un point d'évolution, à tel point que ça a été une décision quasi politique qui a permis à tout ce monde de l'imagerie numérique en France de naître, d'émerger et de réussir. Je rappelle pour mémoire, alors pour les plus jeunes c'est un peu plus compliqué, qu'à l'époque François Mitterrand était président de la République, ça c'est encore un nom qui parle un peu, mais surtout que Jack Lang était son ministre de la Culture et qu'il avait mis en place ce qu'on a appelé le plan image et qui a consisté à supporter de façon très massive via le Centre national du cinéma, donc une antenne du ministère de la Culture dédiée au cinéma, supporter toutes les initiatives de création numérique. C'est ça qui a permis la naissance de sociétés comme la nôtre, comme MacGuff avant Illumination MacGuff, mais bien d'autres micros. Les évolutions ont été extrêmement nombreuses. Donc quand on a démarré, on était incapable d'imaginer de faire un long métrage d'animation. Techniquement, c'était pas possible. Les machines n'étaient pas capables, ne le permettaient pas, et on aurait été incapable de sortir 1h30 d'images de haut de gamme. Donc il y a eu une évolution croissante, avec des seuils importants qui ont été franchis, notamment dans la possibilité de réduire les coûts de fabrication et de s'approprier ces outils numériques qui, à la base, faisaient un peu ce qu'ils voulaient. C'était un peu compliqué que ce soit le graphiste qui dise ce qu'il veut et pas l'inverse. Donc il a fallu tordre un peu la technologie de manière à l'amener à faire ce qu'on avait envie qu'elle fasse. Et donc pour comparer avec le cinéma plus généralement, est-ce que vous pensez que ces améliorations technologiques et du numérique sont aussi profitables dans le milieu du cinéma en général que dans celui de l'animation? Je dis ça parce que, en faisant référence à ce que peuvent dire des réalisateurs comme Mathieu Kassovitz qui regrettent un petit peu l'artisanat du cinéma plus traditionnel et qu'avec ces technologies, en fait, on peut arriver à tout faire aujourd'hui, à tout projeter à l'écran. Donc on imagine forcément que pour les productions d'animation, c'est forcément un progrès immense parce que ça ouvre des portes qui n'étaient pas accessibles. Mais pour le cinéma en général, est-ce que vous pensez que c'est un progrès ou ça peut être vu comme un regret de cinéphile? Un regret de cinéphile, peut-être. C'est vrai que le passage du 35 mm avec son aspect très particulier, le grain qu'il pouvait y avoir, l'absence de fixité de l'image avait un charme. On voit que Tarantino a continué à tourner en 35 mm. Au-delà de ça, à chaque fois qu'il y a des révolutions comme ça ou des évolutions technologiques majeures, en général, elles n'ont pas fait disparaître la précédente. La littérature existe toujours, après la radio n'est pas morte après l'arrivée du cinéma, la réalité virtuelle ne tuera pas le cinéma. Je pense qu'à chaque fois, c'est une couche supplémentaire qui s'ajoute. Et ce qui reste important de toute façon dans tout ça, c'est la création de contenu, c'est-à-dire les histoires qu'on va raconter, les personnages qu'on va mettre en place, les lieux qu'on va faire découvrir. Je ne pense pas que la technologie du numérique casse l'aspect convivial ou artisanal qu'il peut y avoir, parce qu'on peut très bien, et je dirais d'une certaine manière, même si nous maintenant on est un studio assez important, puisqu'on a 900 personnes, on a démarré, on était 5. On était 5 passionnés en numérique et on faisait de l'artisanat, puisqu'on n'avait pas des gros moyens. Nos concurrents de l'époque étaient des grands artisans de l'industrie française, Dassault ou Thomson, qui étaient l'un dans l'électronique et l'autre dans l'armement. Donc il y a toujours moyen de garder cet esprit de création artisanale intime qui va laisser la place à l'initiative personnelle et à la qualité de l'écriture, parce que c'est ça qui est déterminant, c'est les contenus qui sont déterminants. Et donc, puisqu'on parle de contenu, est-ce que vous pensez que ceux-ci sont modifiés avec l'arrivée du streaming depuis 20-30 ans maintenant? Est-ce que vous avez senti que le contenu a dû s'adapter à ce nouveau moyen de visionnage? C'est pas le format qui va définir la qualité, mais c'est vrai que ça modifie un sentiment dans le travail, dans l'écriture, dans la narration, dans la mise en scène également, parce que c'est vrai que... Mais je pense encore une fois, et on voit bien que de plus en plus d'artistes, des auteurs, des talents, des acteurs vont passer alternativement de la série au long métrage, et que la frontière est de plus en plus floue entre les deux, puisqu'on voit que les grands acteurs du streaming sont aussi les grands acteurs du financement du cinéma. Il y a une évolution, on voit évidemment bien sûr Netflix, mais Amazon, Disney, enfin toutes ces grandes plateformes qui vont avant tout s'attacher à décrire un contenu, que ce contenu soit pour la grande salle ou pour les plateformes. Alors c'est vrai
On défendra, et moi je défendrai toujours personnellement la projection en salle parce que je pense qu'il y a un aspect collectif qui est important, parce qu'on a aussi une qualité d'image qui fait que on a une sensation, une immersion qui est forcément très forte, et que on travaille beaucoup sur la qualité de l'image, que ce soit dans le live action ou dans l'animation, et c'est aussi pour qu'elle soit perçue, c'est forcément plus difficile à percevoir sur l'écran d'un iPhone. Merci beaucoup pour ce témoignage. Désormais, j'aimerais vous interroger sur l'avenir du cinéma français. Vous avez dit plus tôt que vous étiez donc une filiale de Universal Studios. Est-ce que, indépendamment de ce que je viens de dire, le cinéma français en général a des moyens de faire face au cinéma américain et étranger, puisque on a l'impression quand même que c'est ça qui attire, on l'a dit plus tôt, les jeunes avec des grandes productions comme Batman et Spider-Man. Donc d'abord en général, est-ce que vous voyez un bon avenir pour le cinéma français? Et plus particulièrement dans votre cas, avec Universal Studios qui ne donc propose que des films américains, est-ce que ça vous impacte personnellement, ou alors au contraire ça vous enthousiasme? Moi je pense que l'avenir du cinéma français, il existe. On est un des cinémas en termes de nombre de productions, on oscille entre 220 et 240 films par an, ce qui est énorme, ce qui pose la question de l'exploitation de ces films-là, parce que ça fait qu'on a parfois des moyennes de 15 à 17 films qui sortent chaque semaine, donc forcément ils ne peuvent pas tous être exposés et ils ne sont pas tous visibles. Mais au-delà de ça, il y a une véritable richesse, il y a un tissu structurel, institutionnel, à la fois national via le CNC, régional, avec toutes les antennes régionales qui viennent soutenir le financement de ces films-là. Et puis il y a un tissu de salles en France qui reste encore extrêmement important, avec une grande variété. Donc cette grande variété, c'est une force, ça peut être une faiblesse effectivement, si on considère que c'est trop atomisé, que ça fait trop de films et que les gens ont un peu de mal, mais on est un des seuls pays où il y a la place pour un cinéma cinéphile, et pas uniquement français, c'est aussi ça qui est bien, c'est que je pense qu'on est en France le pays où il y a le plus de films étrangers qui sont projetés, en salle en tout cas, et ça c'est une grande chance. On voit bien les partenariats qu'il peut y avoir, ou les traités qu'on peut passer avec des différents cinémas du monde, au-delà du fait qu'il y a les cinémas de la diversité mondiale qui sont aussi aidés par des aides spécifiques du Centre national de la cinématographie et de l'image animée. Donc ça, je pense qu'il y a une chance. Après, il y a une nécessité de se restructurer pour faire en sorte que la balance que vous évoquiez, à savoir majoritairement les films étrangers américains en première ligne, représentent 55-60% des entrées en salle chaque année, ça varie forcément, mais ça veut dire aussi qu'il y en a 40% qui ne sont pas américains, ce qui n'est pas forcément le cas dans plein d'autres pays qui nous ressemblent. On a quand même encore une force, parce qu'il y a des exploitants qui adorent faire ce métier-là, il y a des distributeurs qui vont se battre, il y a des producteurs, donc il y a une énergie, il y a une dynamique qui est bonne et qui est certainement qu'on peut nous envier et qui nous est envié par beaucoup de gens. Le plus important, c'est de les montrer. En France, on a aussi des atouts majeurs. On a le Festival de Cannes, on a le Festival de Clermont-Ferrand pour les courts-métrages. Il y a toute une dynamique, il y a tout un écosystème, le Festival d'Annecy pour le long-métrage, pour le cinéma, pour l'animation. On a tout un écosystème qui est extrêmement positif, favorable. Après, il faut se battre pour maintenir tout ça. Nous arrivons donc bientôt à la fin de cet épisode. On a eu l'occasion de parler de la forme, avec notamment les progrès du numérique que peuvent prendre aujourd'hui les films d'animation. J'aimerais aussi vous interroger sur le fond de ces films. J'ai vu une interview de Jean-Pierre Jeunet qui qualifiait l'un des derniers films de Disney, Soul, de métaphysique et pas du tout seulement axé à un public d'enfants. Et la question que je voulais vous poser à ce propos, c'est: est-ce que vous pensez que les films d'animation sont en train d'élargir leur spectre de réalisation ? Plus particulièrement avec les nombreux films que vous avez eu l'occasion de produire, est-ce que vous avez noté un certain gain de maturité dans les films d'animation, si les réalisateurs osent plus, ou au contraire de ce que pense Jean-Pierre Jeunet, pourrait juste être dû aux différents films qui existent depuis tout temps et de l'imagination de tous les hommes? Il y a toujours eu, depuis longtemps, une volonté des gens qui travaillent dans le cinéma d'animation, entre guillemets, de sortir du secteur, du domaine qui soit purement réservé à l'enfance. Il y a eu depuis toujours, depuis longtemps, des gens qui ont, alors c'était souvent des expériences très très exotiques, marginales,
et on fait des films pour adultes ou pour ados-adultes. Ça, c'est une tendance lourde, et c'est une tendance d'autant plus lourde qu'elle va, à mon avis, se développer dans la mesure où on voit que dans le domaine de l'édition, le manga vient de dépasser la BD française, en France. Donc ça veut dire qu'effectivement, cette cible, la cible des mangas, on peut imaginer qu'elle soit pour les enfants, mais elle est aussi pour les ados et les adultes. Et donc il y a une progression légitime. Et quand on parle de certains films de Pixar, moi, c'est pas forcément Soul qui me viendra à l'esprit, mais certains autres, on se dit qu'il y a toujours plusieurs niveaux de lecture proposés aux films, pour les films d'animation au public, pour une raison qui est basique, et que Walt Disney avait très bien exprimé, c'est que les enfants, ils vont pas tout seuls au cinéma, les petits. Donc ils vont soit avec leurs parents, soit avec leurs grands-parents, donc ça veut dire qu'il y a une place vendue, il y en a deux. Donc, mais en même temps, il faut que cette deuxième personne qui va voir ce film d'animation dit pour enfants ne s'ennuie pas. Donc va trouver quelque chose dans le film qui ne va pas forcément séduire l'enfant, même si l'enfant est potentiellement la cible, mais va être aussi se dire j'ai passé 1h30, 2 heures, mais je ne me suis pas ennuyé. C'est pour ça qu'on écrit toujours les longs métrages avec plusieurs niveaux de lecture, de manière à ce que les adultes qui sont présents ne s'y ennuient pas. Et puis après, il y a des films comme les Toy Story par exemple, ou comme Shrek, ou comme L'Âge de glace, ou comme Les Mignons, enfin Despicable Me, la franchise, qui font que des gens qui ont vu ça à 13, 14, 15 ans, quand ils vont avoir 20, 25 ans, que les films vont sortir, ils vont retourner. Et on s'aperçoit que les Toy Story, par exemple, le dernier, les séances de 20h ou de 22h, qui sont a priori pas des séances pour les enfants, sont pleines. Parce qu'il y a des gens, des jeunes adultes qui vont retrouver un petit peu de leur enfance, mais à qui aussi il faut qu'on raconte une histoire qui va leur plaire. Donc ces deux axes-là, combinés au fait que le développement de la BD adulte va forcément emmener l'image animée derrière, moi je pense qu'effectivement il y a de la place pour d'autres types de cinéma. Et puis il y a un cinéma qui est aussi très important dans ce sens-là, c'est le cinéma d'animation lié au témoignage, comme on a pu le voir avec Persepolis, avec Vals, avec Bachir, ou plus récemment avec Flea, le film qui est en sélection aux Oscars, qui raconte l'histoire d'un jeune enfant afghan qui se retrouve, suite à la guerre, retourné dans les pays nordiques, avec un passage par la Russie. Enfin, c'est un film d'une grande actualité, évidemment, vu ce qu'on vit actuellement, mais qui est aussi, où l'animation permet de prendre un tout petit peu de distance par rapport à la violence parfois qui serait peut-être insoutenable et des images réelles, et un décalage, et de raconter une histoire différemment, c'est-à-dire d'illustrer un propos, une narration avec des images animées, ça change de le faire, même si ça reste un documentaire, ça prend tout d'un coup une puissance et une imagerie, un côté universel beaucoup plus important. Donc c'est pour ça que je crois qu'effectivement il y a un véritable avenir pour le cinéma d'animation tout public. Merci beaucoup pour cette analyse et de partager ça avec nous. Pour conclure, je vais vous demander de réfléchir à 3 films à conseiller à nos auditeurs. Donc 3 films d'une certaine catégorie. D'abord, un film d'animation qui vous touche personnellement. C'est de choisir entre ces choix de Salomon là. Oui, c'est sûr que ce n'est pas la question la plus facile, mais non. Ou du moins que vous pensez que voilà, en tant que moi j'aime beaucoup qui nous écoute. Notre dernier opus, Signe 2, Tous en scène 2. Tous en scène. Qui est très réussi au niveau visuel, au niveau narratif. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Oui. Je ne sais pas si vous en avez un, mais potentiellement votre film préféré ou un qui vous semble nécessaire que tout le monde devrait regarder. Ça peut être un film d'animation. Ça peut être un film d'animation. Le Ruban Blanc de Michael Haneke. Ruban Blanc. Qui est aussi encore d'une brillante actualité. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est absolument remarquable. Non, c'est dans ma liste, mais il faut que je le regarde. Et finalement, un film qui est actuellement au cinéma, si vous avez eu l'occasion d'y aller récemment. Julie et 12 chapitres. Dans pas beaucoup de salles, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre. D'accord. Merci beaucoup Jacques Bled d'avoir pris le temps d'échanger avec nous et de nous partager votre connaissance, votre analyse toujours pertinente. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Instagram et Facebook pour vous tenir au courant de nos actualités. À bientôt!